Connaissez-vous la véritable histoire des dinosaures? Peu d'animaux disparus ont suscité autant d'engouement que les dinosaures. Cette passion inébranlable pour ces animaux est telle que certains dinosaures, comme le tyrannosaure ou le tricératops, nous semblent parfois plus familiers que bien des êtres vivants d'aujourd'hui. Sont-ils tous gigantesques, féroces et stupides? Les dinosaures ont-ils vraiment tous disparu de la surface de la Terre? Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer le monde perdu des dinosaures à travers un incroyable voyage dans le temps. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Depuis la découverte d'ossements en 1842 par le paléontologue anglais Richard Owen, qui fut d'ailleurs le premier à utiliser le terme dinosaure, un très grand nombre de découvertes ont suivi. De nouvelles espèces bien sûr, puisqu'on en recense aujourd'hui plus de 1200, mais aussi des éléments nouveaux sur leur mode de vie, leur capacité physique, leur comportement, leur technique de chasse ou leur stratégie pour survivre. Ces dernières années, nous allons de découverte en découverte. La technologie a permis d'éclaircir des zones d'ombre concernant la vie des dinosaures, leur capacité physique ou leurs compétences intellectuelles. Pourquoi l'histoire des dinosaures connaît-elle autant de rebondissements? Des faits affirmés il y a quelques dizaines d'années sont aujourd'hui réfutés. Sommes-nous vraiment sûrs de ce que nous avançons sur le sujet, finalement? Bien sûr, toutes nos connaissances sur les dinosaures ne sont pas erronées. Il y a en effet des erreurs d'interprétation et des fausses pistes qui ont été suivies, des croyances populaires et des idées reçues qui ont la dent dure. Mais pour autant, une grande majorité de nos informations concernant ces animaux sont toujours d'actualité. L'histoire des dinosaures est ancienne et donc difficile à appréhender. C'est bien sûr la raison principale qui explique les difficultés rencontrées pour analyser les vestiges. Ils ont laissé de nombreuses traces de leur passage. Mais il est toujours compliqué de traiter des éléments des dizaines, voire des centaines de millions d'années plus tard. L'autre raison qui explique les erreurs d'analyse ou d'interprétation, c'est la durée de leur présence sur Terre. La période des dinosaures est si lointaine qu'elle nous semble parfois bien plus courte qu'elle ne l'a été en réalité. Ils ont régné sur la Terre durant près de 165 millions d'années. Si l'on rapporte l'histoire de la Terre depuis sa formation à nos jours à une année, la présence des dinosaures sur Terre serait de 14 jours. Cela paraît peu, mais c'est largement plus impressionnant que le temps des hommes modernes, représenté par Homo sapiens, qui est de 35 minutes cette même année. Si nous remontons le fil de l'histoire jusqu'à l'arrivée des tout premiers dinosaures, nous devrions nous retrouver au Trias, il y a environ 250 millions d'années. C'est en effet à cette époque, après une crise biologique sans précédent, que les dinosaures sont arrivés sur Terre. Des extinctions de masse, notre planète en a connu plusieurs, notamment celle qui mettra fin à l'existence des dinosaures non aviaires, quelques 165 millions d'années plus tard. Cette dernière est sans doute la plus populaire auprès du grand public. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle n'est ni la seule, ni la plus importante. L'extinction qui marque la fin du Permien et le début du Trias que nous allons voir maintenant n'a connu nulle pareille. C'est l'extinction la plus dévastatrice d'entre toutes.
Cette extinction massive est survenue il y a environ 252 millions d'années. Elle délimite, comme nous l'avons vu, les périodes géologiques du Permien et du Trias, et donc la limite entre le Paléozoïque et le Mésozoïque. Et l'ère des dinosaures, c'est l'ère du Mésozoïque. Cette ère est constituée elle-même respectivement du Trias, du Jurassique et du Crétacé. À l'instant où nous nous trouvons, nous sommes entre le Permien et le Trias, au beau milieu du chaos qui règne aux quatre coins du globe. Dans l'imaginaire collectif, une extinction est violente, soudaine et très rapide. Elle arriverait comme une véritable bombe gigantesque, capable de raser les 3/4 de la Terre en une fraction de seconde. Contrairement à ce que l'on pense, cette extinction s'étale sur plusieurs milliers d'années et ses causes sont plurielles. Depuis 2021, on en sait d'ailleurs un peu plus sur les origines de l'extinction Permien-Trias. On a longtemps pensé que seuls les volcans des Traps de Sibérie étaient responsables du chaos à venir. Mais depuis, nous savons que c'est sûrement un peu plus complexe que cela. Si les activités volcaniques de Sibérie correspondent parfaitement en termes de date à ces changements climatiques, une étude publiée par Nature Geoscience permet de mettre en lumière une autre activité terrestre très dense, violente et qui s'étend sur une longue période. Il s'agit de l'activité volcanique australienne. Elle est antérieure aux Traps de Sibérie et elle a duré près de 4 millions d'années. Si l'on s'appuie sur les derniers résultats de cette étude, parue en mai 2022, cette activité permettrait alors d'expliquer un changement de climat antérieur à l'extinction, débutant quelques milliers d'années en arrière, notamment dans l'océan. Ce changement antérieur et durable est bien plus probable qu'un événement violent et rapide. Les changements climatiques s'installent progressivement, mais ils impactent tous les éléments du biotope et de la biocénose. Ils entraînent des conséquences irrémédiables. Les Traps de Sibérie se caractérisent principalement par d'énormes épanchements de lave basaltique. En Australie, c'est une autre paire de manches. L'activité éruptive est importante, mais aussi très violente. Les super-éruptions australiennes auraient été marquées par de catastrophiques explosions, projetant dans l'atmosphère des quantités faramineuses de cendres et de gaz. Ces dépôts de cendres sont aujourd'hui visibles dans de nombreuses séries sédimentaires, un peu partout dans l'est du pays. Pour les chercheurs, il pourrait s'agir des plus violentes éruptions que la Terre n'ait jamais connues. Il est d'ailleurs fort probable que ces éruptions explosives aient été accompagnées de rejets massifs de gaz à effet de serre, initiant le bouleversement climatique à l'origine de la crise biologique marquant la fin du Permien. L'activité volcanique des Traps n'est pas pour autant à écarter. Disons que si les Traps de Sibérie ne sont pas la seule cause proprement dite, il se pourrait qu'elle soit la goutte d'eau qui ait fait déborder le vase. Selon une étude datée de 2021 par le PNAS et menée par plusieurs scientifiques norvégiens, américains, chinois et hollandais, l'émission massive et rapide de CO2 à prédominance volcanique serait responsable de la crise biologique Permien-Trias. Le phénomène volcanique a entraîné une hausse des températures estimée entre 5 et 8 degrés Celsius. Un écart aussi fort a forcément un impact colossal sur le biotope et la biocénose. Tous les écosystèmes sont mis en péril. Ce réchauffement planétaire et l'acidification des océans ont rendu la planète invivable, expliquent les scientifiques. Lors de cette catastrophe écologique, les océans ont été les premiers touchés et sont devenus des zones mortes. La décomposition des plantes et des animaux aquatiques a provoqué à son tour des nuages de gaz empoisonnés.
L'air est devenu alors irrespirable et asphyxiant. Au cours du Permien-Trias, la quasi-totalité de la biodiversité a disparu en moins de 100 000 ans. 96% des espèces marines et plus de 75% des espèces terrestres sont dévastées. Mais la nature renaît toujours de ses cendres. Après cette crise sans précédent, la vie parvient à reprendre un nouveau souffle. Certaines espèces ont survécu, d'autres vont éclore. Si la nature parvient à reprendre ses droits, ce n'est malgré tout pas sans difficulté. Il faut attendre plusieurs millions d'années pour que la faune et la flore reprennent possession de nombreux territoires. Certaines espèces sont parvenues à échapper au pire. C'est le cas de certains synapsides, comme les cynodontes, ancêtres des mammifères modernes, ou encore du groupe couronne des archosaures, qui va dominer toute l'ère secondaire et donner naissance aux dinosaures, aux reptiles volants et aux crocodiles. Les archosaures ont un point commun. Leur crâne présente une ouverture devant l'orbite, appelée fenêtre antéorbitaire. Mais nous aurons le temps de reparler d'eux d'ici peu. Il est temps pour le moment d'aller rencontrer quelques-uns de leurs descendants. Les dinosaures sont des animaux extraordinaires. Ils ont vécu des millions d'années sur Terre et ils ont beaucoup à nous apprendre. Grâce à la technologie et à une bonne dose de connaissances et d'études scientifiques, on va pouvoir initier un voyage virtuel au Mésozoïque. Prends place et installe-toi. L'aventure débute au Trias et ton voyage commence maintenant. Nous voilà en terre des dinosaures. Ici, c'est la Pangée, un vaste océan appelé Pantalassa entoure cette terre émergée qui forme un seul et même continent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Pangée ne connaît pas un climat unique. La terre des dinosaures n'était ni un vaste marécage à perte de vue, ni une jungle quasi tropicale. Le climat n'était pas semblable de part et d'autre du continent. Au centre de la Pangée constituée de l'actuelle Europe, des Amériques et de l'Afrique, le climat est principalement désertique. En revanche, ce qui correspond aujourd'hui à l'Inde, la Sibérie et même l'Antarctique connaît un climat tempéré. La Terre est bien loin de ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est comme si quelqu'un avait mélangé toutes les pièces du puzzle. Rien ne paraît être à sa place. Et pourtant, durant des dizaines de millions d'années, c'était la configuration de la Terre. C'est également cette Terre unique qui fut le berceau des dinosaures. Ces animaux ont connu divers climats, diverses périodes géologiques et se sont adaptés à différents milieux, du désert aux montagnes en passant par la jungle. Il y a moins de 130 millions d'années environ, on commence à voir apparaître les premiers membres du groupe des dinosaures. Selon la zone géographique, le milieu et le climat, les animaux se sont diversifiés pour s'adapter. Si tu te souviens de notre petite introduction, nous avons évoqué près de 1200 espèces. Et ce ne sont que les espèces connues des hommes. Tu imagines donc la diversité qui régnait dans cette grande famille. Lorsque l'on évoque les dinosaures, on songe tout de suite à de grands animaux. Mais les premiers spécimens de dinosaures sont assez loin du cliché habituel des dinosaures géants. Les plus anciens dinosaures confirmés, ayant vécu il y a 230 millions d'années, ce sont des aurichiens. On peut évoquer tout d'abord Saturnalia, un dinosaure dont la classification a longtemps fait débat jusqu'en 2007, car il comprend les caractéristiques des sauropodomorphes et des théropodes. Il mesure 1 à 2 mètres de long environ, et en hauteur, il ne dépasse sans doute pas les genoux d'un adulte. Il y a également, à la même époque, le Staurikosaurus.
Cet ancêtre à la fois des sauropodes et des théropodes a été découvert en Amérique du Sud. Difficile de le décrire avec beaucoup de précision, car nous sommes justement ici face à nos limites scientifiques. Il nous manque des éléments réels, identifiables et analysables. Avec le peu de restes que les chercheurs ont à leur disposition, ils ont pu faire des estimations. Il semble qu'au vu de la taille de la mâchoire, il fasse partie des dinosaures de taille modeste avec 2 mètres de long. Il pèse sans doute à peine 30 kilos. Ses dents pointues nous laissent deviner un régime carnivore. C'est à peu près tout ce dont nous sommes sûrs à son sujet. Il y a également Herrerasaurus. C'est un carnivore bipède lui aussi. Il mesure entre 3 et 5 mètres de long, tout juste 1 mètre de haut, et pèse entre 200 et 350 kilos. C'est un carnivore plutôt redoutable. Il est équipé d'une mâchoire avec une articulation souple et des dents aiguisées et incurvées. Cette jolie panoplie buccale lui permet d'arracher les chairs de tous les vertébrés de son écosystème, notamment des herbivores de l'ordre des rhynchosaures, comme l'Hyperodapédon huxleyi, et celui des dicynodontes, mais aussi des omnivores de l'ordre des éthosaures, comme le Aethosauroid scagliae. Autre dinosaure de la catégorie poids-plume, le raptor. Lui aussi est bien petit comparé au Diplodocus ou au Brachiosaure, qui illustrent les contes pour enfants sur la thématique des dinosaures. Il mesure seulement 1 mètre de long pour 40 cm de haut. Lui était sans doute plutôt omnivore. Il avait 5 doigts à chaque main. Les 3 plus longs étaient terminés par de grandes griffes dont il se servait pour maintenir sa proie. Il bondissait rapidement dessus pour les prendre par surprise et mettre toutes les chances de son côté. Mais grâce à ses grandes griffes, il pouvait aussi attraper des végétaux. On suppose qu'il se nourrissait de petits animaux, de feuilles tendres et de fruits. Les paléontologues qui ont étudié les vestiges de raptors pensent que c'est l'un des plus anciens dinosaures connus. Pourquoi pensent-ils cela ? Car il n'a pas des atouts de prédateur très évolués. Tout porte à croire que c'est donc un dinosaure primitif, si l'on peut dire. À la différence des théropodes, il ne possède pas de mâchoire inférieure glissante, lui permettant de tenir sa proie. De même, seulement quelques dents sont recourbées et crénelées. Sur un prédateur plus évolué, toutes les dents ont acquis cette forme. On sait pourtant que Raptor appartenait bien aux Aurichiens, notamment grâce à la configuration des cuisses et du bassin. Raptor est donc plus ancien que Herrerasaurus que nous venons de voir. Enfin, on peut citer Alwalkeria, considéré comme un saurichien basal. C'est un petit omnivore bipède qui partage de nombreux points communs avec le raptor. Voici donc les premiers petits dinosaures que tu aurais pu rencontrer au Trias. Mais d'autres dinosaures, même à l'ère du Jurassique, sont de petite taille. Le Compsognathus n'est pas plus long que 1 mètre et pèse environ 2,5 kg. Malgré tout, il a su se faire une place sur la terre des géants, tout comme l'Anchiornis. Il ne mesure pas plus de 30 cm de haut. Son allure d'oiseau a compliqué son classement par les scientifiques, mais Michael Pittman, un paléontologue de l'université de Hong Kong, ainsi que certains de ses confrères, pensent sérieusement qu'il était soit un oiseau primitif, soit un dinosaure trodontidé ressemblant à un oiseau. Autrement dit, c'est un membre primitif du groupe des dinosaures qui comprend les oiseaux, ainsi que les dinosaures ressemblant aux oiseaux. Ils partagent leur plus proche ancêtre commun avec les oiseaux. Au Crétacé aussi, nous pouvons encore rencontrer de petits dinosaures. En 2022,
Les scientifiques ont d'ailleurs fait la découverte de l'un d'entre eux. Les paléontologues ont publié leur découverte auprès de la revue Scientific Reports et décrivent un dinosaure vieux de 94 à 97 millions d'années. Il mesure environ 1,5 mètre de long, queue comprise, et pèse entre 4 et 7 kilos seulement, soit environ la taille d'un chat domestique. L'animal est robuste et sait malgré tout se protéger. Les fossiles ont en effet révélé la présence d'une série de plaques osseuses entre le cou et la queue. Il s'agit du Jacapil canucura. Tous les dinosaures étaient loin d'être des géants. On pourrait citer bien d'autres dinosaures de taille modeste, mais j'aimerais te parler des origines de ces animaux, de leur ancêtre qui, d'ailleurs, est de taille tout aussi modeste que ce que nous venons d'évoquer. Les premiers dinosaures apparaissent à la fin du Trias. Leur anatomie regroupe un certain nombre de points communs. C'est pour cette raison qu'ils forment un groupe et qu'on leur attribue un ancêtre commun. Ils possèdent un 4e et un 5e doigt de la main réduit. Ils ont 4 pattes, une queue, une peau épaisse et ils ont également un bassin uni par 3 vertèbres sacrées ou plus. On peut également retenir chez eux un mode de reproduction ovipare et des pattes situées sous le corps et non sur le côté. Voilà ce qui réunit les dinosaures au sein d'une même famille et qui nous permet de leur attribuer des origines communes et un ancêtre commun. Mais alors, qui était l'ancêtre des dinosaures ? Cet ancêtre commun est à rechercher parmi de petits archosaures légèrement bâtis qui montrent les prémices des adaptations locomotrices des dinosaures, tels que le Marasuchus, découvert dans le Trias moyen d'Argentine, ou encore Congonaphonkeli. C'est ce dernier, mesurant 10 cm à peine, qui va principalement nous intéresser. Vous imaginez ? 10 cm seulement, et pourtant, il est le père de colosses, tels que le Diplodocus, l'Argentinosaurus, le Brachiosaure, le T-Rex, le Stégosaure ou encore le Triceratops, aux dimensions bien plus généreuses que lui. Congonaphon est petit, très petit, si l'on compare ses mensurations à celles des dinosaures les plus populaires. Mais il est l'un des derniers ancêtres communs aux dinosaures et aux ptérosaures. Il est donc à l'origine même de l'évolution vers les dinosaures. Les dinosaures et les ptérosaures appartiennent au clade des Ornithorides, leur dernier ancêtre commun avant leur séparation il y a environ 230 à 240 millions d'années. Congonaphonkeli est proche de la divergence entre les dinosaures et les ptérosaures. Il pourrait donc être l'un des maillons manquants de l'évolution biologique. Mais alors, comment ce petit être est-il parvenu à tirer son épingle du jeu et à passer outre les crises climatiques ? Comme nous l'avons vu plus haut, la crise du Permien-Trias a entraîné une chute de la biodiversité. Cette chute de biodiversité ayant impacté la vie végétale, la production de dioxygène a vu son niveau diminuer. L'appauvrissement en dioxygène de l'atmosphère aurait favorisé les espèces disposant de sacs aériens, comme les ancêtres des dinosaures. Ces derniers possédaient également un duvet recouvrant la peau, comme c'est le cas pour le congonaphon. Cet élément aurait aidé à sa thermorégulation. La seconde moitié du Triassique ayant été caractérisée par des changements climatiques extrêmes, avec des jours très chauds, suivis de nuits très froides, les petites plumes auraient permis à la créature de conserver une température interne confortable. En parlant d'origine et d'évolution, vous avez sans doute remarqué que les espèces de dinosaures sont très variées. C'est un groupe finalement très hétérogène et pourtant nous les classons dans le même groupe.
Difficile de trouver un point commun flagrant entre l'Anchiornis et l'Ankylosaure, n'est-ce pas? Et pourtant, ils font bel et bien partie du même groupe, et nous allons même comprendre pourquoi. Pour mieux apprécier et comprendre les dinosaures, il est important de parvenir à les différencier les uns des autres et à les classer. Il existe deux grands groupes de dinosaures. On confond parfois ces groupes avec leur régime alimentaire, carnivore ou herbivore, ou encore leur posture, sur 2 ou 4 pattes. La différenciation de ces deux grands groupes se situe en fait au niveau de leur bassin. L'orientation du pubis, un os du bassin des tétrapodes, pointe vers le bas et vers l'avant chez les orichiens, et plutôt vers l'arrière chez les ornithichiens. Déterminer et comprendre ce qui distingue ces deux groupes va nous permettre d'en apprendre davantage sur les dinosaures. Les orichiens se différencient vers 230 millions d'années. Ils sont eux-mêmes divisés en deux groupes. Il y a tout d'abord les théropodes. Théropode signifie pied de bête. Des fossiles de théropodes ont été découverts sur tous les continents, dans des roches datant du Trias supérieur jusqu'au Crétacé supérieur, soit entre 225 à 65 millions d'années environ. Les théropodes sont des bipèdes, généralement carnivores. Leurs membres postérieurs assurent le soutien du corps et la locomotion. Les membres antérieurs, eux, sont courts, mais pourvus de doigts mobiles. Ces doigts sont sans doute adaptés pour saisir et déchirer les proies. On distingue plusieurs grands groupes de théropodes. Le plus ancien est celui des cératosaures. Il rassemble des dinosaures dont la taille varie entre celle du petit Célophysis, qui mesure moins de 2 mètres de longueur, jusqu'à celle du Ceratosaurus, qui mesure environ 6 mètres. On retrouve ensuite les tétanuriens. Ceux-là ont succédé aux cératosaures que nous venons de voir. Chez les tétanuriens, on peut voir les carnosaures comme l'Allosaurus et les colyrosaures, un groupe plus vaste qui comprend entre autres les tyrannosaures, les dromaeosaures et les dinosaures autruches. Chez les colyrosaures comme chez les carnosaures, de nombreux os étaient creux et les mâchoires portaient généralement sur toute leur longueur des dents tranchantes et recourbées. Les rhérasaures, l'un des plus anciens dinosaures connus, était sans doute un théropode ou l'un de leurs proches cousins. Le Colophysis était sans doute quant à lui l'un des premiers théropodes. Dans ce groupe, on compte également le tyrannosaure, le vélociraptor ou encore le baryonyx. Ces bipèdes sont de taille variable. Ils peuvent peser quelques kilos tout au plus, à près de 6 tonnes. Les sauropodomorphes, eux, sont des quadrupèdes, généralement herbivores. Ils ont une petite tête qui repose sur un long cou. Ils possèdent également une longue queue. Le nom de leur groupe signifie forme à pied de lézard. Au Trias supérieur, on trouvait deux grands groupes de sauropodomorphes. Les prosauropodes, ce qui veut dire avant les pieds de lézard, donc avant les sauropodes, étaient de taille moyenne, comme le Luphingosaurus. Il y a ensuite les sauropodes, ce qui signifie pieds de lézard, et qui pouvaient quant à eux atteindre des tailles gigantesques, comme chez l'Apatosaurus. Le Diplodocus et l'Argentinosaurus font partie de ce groupe. Ils avaient un corps imposant, avec un estomac important pour pouvoir digérer les grandes quantités de feuillage. Pour la plupart, ils avaient également des pouces terminés par une grosse griffe. Le Plateosaurus est un beau spécimen de sauropodomorphe. Il mesure entre 8 et 9 mètres de long.
Il se déplace probablement la plupart du temps sur ses 4 pattes, mais il peut se dresser sur ses 2 pattes postérieures. Les prosauropodes et les sauropodes se sont répandus dans le monde entier. Si les prosauropodes ont disparu dès le Jurassique inférieur, les sauropodes, eux, en revanche, continuèrent à se diversifier et traversèrent tout le Mésozoïque. L'autre grand groupe est celui constitué par les ornithischiens. Une grande partie du pubis est dirigée vers le bas et vers l'arrière, comme chez les oiseaux, et non vers le bas et l'avant, comme chez la plupart des reptiles. Au sujet des oiseaux, on aurait donc tendance à se dire que ces derniers ont pour ancêtre des ornithischiens. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, les oiseaux ont pour ancêtre des dinosaures saurichiens. Mais revenons au groupe des dinosaures à bassin d'oiseaux. Les ornithischiens peuvent être divisés en 2 sous-groupes, les cérapodes et les thyréophores. Thyréophore signifie porteur de bouclier. Ils ont en effet une cuirasse sur le dos avec des plaques osseuses, mais aussi parfois des pics ou des éperons. Herbivores, les thyréophores sont des dinosaures cuirassés et en très grande majorité quadrupèdes. Ils comprennent 2 groupes principaux, les stégosaures et les ankylosaures. Ces 2 groupes ont en commun non seulement une armure dermique, mais aussi divers autres caractères, y compris leurs petites dents disposées en une simple rangée incurvée. Les 2 groupes dérivent d'une lignée de dinosaures cuirassés plus petits, tels que Scutellosaurus et Célidosaurus, du Jurassique inférieur. Les cérapodes comprennent les ornithopodes, les pachycéphalosaures et les céraptociens, ces 2 derniers groupes étant souvent rassemblés sous le nom de marginocéphales. Les ornithopodes sont connus depuis le début du Jurassique jusqu'à la fin du Crétacé. Ils comptent donc parmi les lignées de dinosaures qui eurent le plus grand et le plus long succès évolutif. On retrouve dans ce groupe les Fabrosaurides, les Heterodontosaurides, les Hypsilophodontides, les Iguanodontides et les Hadrosaurides. Les fabrosaures sont les plus anciens et les plus primitifs des ornithopodes. Ces petits dinosaures légèrement bâtis atteignaient 60 à 120 cm de longueur. Les hadrosaures, quant à eux, pouvaient atteindre 9 à 11 mètres de long. Ce sont des dinosaures à bec de canard. Leurs dents postérieures, broyeuses et situées à l'intérieur de joues, étaient très bien adaptées à la mastication de végétaux. Ils se déplaçaient en troupeau et prenaient soin de leurs petits qui étaient très immatures à la naissance, comme c'est le cas chez la majeure partie des mammifères et des oiseaux aujourd'hui. Chez les hadrosaures, on compte Chantangosaurus, mais aussi Parasaurolophus ou Lambesaurus. Les Hypsilophodontides sont de grands coureurs. Ils mesurent entre 1,5 m et 4 mètres de long. Dans ce groupe, on retrouve notamment Hypsilophodon. Chez les iguanides, bien sûr, on retrouve l'un des dinosaures les plus populaires, l'iguanodon. Muni de dents complexes typiques des ornithopodes évolués, il est le plus grand du genre, pouvant atteindre 11 mètres de long. Voici donc ce que nous pouvons retenir de la grande famille des dinosaures et des groupes de saurichiens et d'ornithischiens. Malgré leurs grandes divergences, les dinosaures ont des points communs et une origine commune. L'évolution biologique a permis d'agrandir la famille, avec des groupes et des sous-groupes. Mais il y a une chose que nous avons oublié d'évoquer. Nous n'avons pas parlé des dinosaures marins, ni des dinosaures volants. À ton avis, sont-ils classés chez les saurichiens
ou chez les ornithischiens? Eh bien, on ne peut pas les classer dans la famille des dinosaures, pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des dinosaures. Ces reptiles marins vivant à l'époque des dinosaures sont parfois appelés dinosaures marins, logique en apparence. Mais les dinosaures sont uniquement terrestres. Aucun dinosaure ne vivait exclusivement dans l'eau. Les reptiles marins que l'on prend pour des dinosaures n'ont pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes origines, ni le même ancêtre commun que les dinosaures. Ils n'entrent donc pas dans le même groupe que ces derniers. L'ichthyosaure, le plésiosaure ou le mosasaure sont des reptiles marins. Pourquoi différencier ces deux familles, les dinosaures et les reptiles marins? Pour quelle raison l'animal que nous voyons ici, se mouvant dans l'océan, n'est pas un dinosaure? Il a pourtant bien vécu au Mésozoïque en même temps que les dinosaures. Comme nous l'avons vu, des critères de classification animale bien spécifiques posent les bases de chaque famille, chaque classe, chaque groupe. Dans celui des dinosaures, nous avons noté que ces animaux avaient 4 pattes et que celles-ci étaient situées sous le ventre. Or, ce n'est pas le cas de nos reptiles marins. Comme tu peux l'observer, s'ils ont effectivement 4 pattes, elles sont uniquement sur les côtés, au niveau des flancs de l'animal, et non sous son ventre. Les dinosaures et les reptiles marins n'ont pas non plus le même ancêtre commun. Les reptiles marins ne peuvent donc pas être des dinosaures. Voici juste devant nous un ichthyosaure. Ce mastodonte des mers peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long. C'est un reptile marin très populaire qui ressemble un peu à nos dauphins actuels. Ce reptile carnivore possédait un museau très allongé, avec de puissantes mâchoires pourvues de dents pointues. Il se nourrissait de poissons, d'ammonites, c'est-à-dire des mollusques céphalopodes à coquille spirale, mais aussi de bélemnites, des mollusques céphalopodes apparentés aux seiches. On l'imagine comme un prédateur redoutable. Il l'a en effet été durant près de 160 millions d'années. Mais c'est un peu réducteur de limiter son mode de vie à ce trait de caractère. En effet, contrairement à l'image du prédateur que nous avons, solitaire et agressif, l'ichthyosaure était aussi un animal social. Une étude menée sur le comportement des ichthyosaures a été réalisée récemment et publiée dans le magazine Cell en novembre 2022. D'après les résultats de cette étude, il apparaît clairement que l'ichthyosaure connaissait des habitudes similaires à nos baleines. En effet, l'ichthyosaure effectuait de grandes migrations et surtout vivait en groupe lors de la période des naissances. L'équipe de paléontologues en charge de cette étude a utilisé un scanner à rayon X micro-CT pour étudier une zone géographique précise, un gisement fossilifère situé dans la forêt de Humboldt-Toyab, dans le Nevada, aux États-Unis. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient mis la main sur des embryons et des nouveau-nés d'une espèce d'ichthyosaure appelée Chonisaurus. Pourquoi autant de jeunes ichthyosaures étaient concentrés dans ce même lieu? C'est ce mystère que les paléontologues ont tenté d'élucider. Grâce à l'utilisation de la technologie et de divers outils d'analyse, la cause climatique, comme un changement brutal des températures, est écartée. Rien n'est venu perturber leur écosystème. L'échouage massif est tout aussi exclu puisque grâce à différents outils, les scientifiques pensent sérieusement que les ossements ont coulé vers le fond de la mer. Il n'y avait vraisemblablement pas de nourriture pour eux dans cette région. Et pourtant, on peut voir un grand nombre de nouveau-nés et d'embryons.
Que peut-on donc en déduire ? Eh bien, la forêt nationale américaine, que l'on aurait pu qualifier d'ancien cimetière, est en fait une ancienne maternité. Les ichthyosaures se retrouvaient ici pour donner naissance à leurs petits. Ils revenaient sans doute là où eux-mêmes, des années plus tôt, avaient vu le jour. Mais revenons aux dinosaures, et pour être plus précis, aux dinosaures volants que nous n'avons pas encore classés. Les ptérosaures font partie du bestiaire de l'époque des dinosaures. Ils ont vécu au cours de la même période, mais ces derniers ne sont pas des dinosaures. Les dinosaures sont des diapsides archosaures ornithodiriens. Ce terme un peu barbare est un groupe animal. Il est uniquement constitué des dinosaures et de leurs descendants et des ptérosaures. Ce sont les deux seuls groupes de cette classe animale. De tous les groupes différents des dinosaures, c'est celui des ptérosaures qui est le plus proche. Pas étonnant donc qu'on leur trouve un petit air de famille et que l'on ait tendance à les confondre. Les ptérosaures sont les premiers vertébrés à avoir dompté le ciel, du moins en l'état de nos connaissances actuelles. Tout comme les dinosaures, les espèces de ptérosaures sont très variées. Certains mesurent à peine 60 cm, comme le sorde, quand d'autres approchent les 4,60 m, comme l'anangera. Le ptéranodon a une envergure de plus de 6 mètres de long. Mais ce n'est rien à côté du gigantesque Azegopteryx, qui, une fois les ailes déployées, pouvait quasiment recouvrir un bus avec ses 10 mètres d'envergure. S'ils sont si proches des dinosaures, c'est parce qu'ils ont un ancêtre commun. À un moment donné de leur histoire, l'évolution a permis aux dinosaures d'un côté et aux ptérosaures de l'autre d'éclore. Entre cet ancêtre commun et les ptérosaures, que s'est-il passé? Quelles sont les étapes d'évolution? Quels sont les différents maillons de la chaîne ayant amené à la naissance des vertébrés volants et donc à l'éclosion des ptérosaures? Eh bien, le mystère reste entier et la question toujours en suspens. Mais pour le moment, aucun élément tangible n'est parvenu à résoudre pleinement et scientifiquement cette énigme. Entre l'ancêtre commun et les ptérosaures, il y a des millions d'années qui se sont écoulées. La différence physique entre l'un et l'autre est plus que frappante, puisque l'un est ailé et l'autre sans doute un petit vertébré terrestre à 4 pattes. Malgré tout, tous les ptérosaures les plus primitifs que nous connaissons actuellement sont bien développés et il existe déjà à cette époque plusieurs espèces. L'évolution est donc largement enclenchée. L'étape précédant cette phase de l'évolution, nous ne la connaissons pas encore. Pour que l'ancêtre des ptérosaures puisse donner un jour naissance aux véritables ptérosaures, il a bien fallu qu'une espèce ait évolué différemment des autres. Une espèce qui se rapprocherait des ptérosaures, sur le plan physique ou sur les capacités de vol, mais qui aurait également des points communs avec une espèce exclusivement terrestre. Cette espèce clé est en fait dont nous sommes certains, mais nous n'avons à l'heure actuelle aucun fossile qui permettrait de reconstituer le puzzle, d'établir un lien suffisamment solide pour retrouver ce fameux chaînon manquant. Malgré tout, une hypothèse semble plus sérieuse que les autres et donnerait un semblant d'explication à ce chaînon introuvable. Si une espèce de vertébré terrestre sautait d'arbre en arbre ou même planait quelques secondes durant son saut, comme certains écureuils volants par exemple, alors cette espèce constituerait l'espèce clé.
Certains scientifiques pensent que cette fameuse espèce avait un peu de peau entre les pattes et vivait sans doute dans les forêts tropicales. Cette évolution lui aurait permis de se protéger des prédateurs qui vivaient au sol. Si effectivement cette espèce vivait dans les forêts tropicales, cela expliquerait pourquoi nous n'avons trouvé aucune trace fossile de sa présence sur Terre. En effet, il faut savoir que pour que la fossilisation soit possible, plusieurs conditions doivent être réunies. Rapidement après la mort, le corps doit être enseveli sous des sédiments, du limon ou encore du sable, faute de quoi l'organisme se décompose totalement. Si ces premières conditions sont réunies, les os du squelette seront préservés, la roche va se créer, minéraliser les os qui vont devenir une sorte de pierre, et donc un fossile. Or, ces conditions sont extrêmement rares en forêt, qui nous offrent donc très peu de fossiles. C'est assez paradoxal quand on y pense que le milieu qui fournit le moins de fossiles soit sûrement celui qui affiche la biodiversité la plus riche. En effet, si l'on se réfère à nos forêts tropicales actuelles, ce sont elles qui abritent le plus de variétés d'espèces. Nous resterons donc sur notre faim, sans en apprendre davantage pour le moment sur les origines des ptérosaures. Si cette question n'est pas résolue, il y en a bien d'autres au sujet des dinosaures qui ont trouvé réponse. Il est temps pour nous de retrouver nos dinosaures et de découvrir les nombreux secrets qu'ils ont à nous révéler. Nous avons vu la différence entre les ptérosaures et les dinosaures, celle entre les dinosaures et les reptiles marins, et nous avons même survolé la classification des différentes espèces de dinosaures. Mais pour comprendre vraiment les dinosaures, nous devons aller plus loin dans nos investigations. Un dinosaure est aussi reconnu pour être un reptile à sang froid, féroce et pas très intelligent. Mais replongeons-nous dans le Mésozoïque à la lumière des connaissances actualisées et allons découvrir la vie des dinosaures. La question de la température corporelle des dinosaures revient souvent. Sont-ils des animaux à sang froid ou à sang chaud? On pourrait penser que ces animaux étaient des êtres à sang froid. Ce sont des reptiles. On aurait donc, en toute logique, envie de les comparer aux serpents ou aux lézards que nous connaissons. Mais sur l'échelle de l'évolution, les dinosaures se situent entre les oiseaux et les reptiles. Or, les oiseaux, eux, ont le sang chaud. Alors, qu'en est-il vraiment pour les dinosaures? Des recherches ont été menées récemment, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fruits de cette étude sont tout à fait surprenants. Les scientifiques, dont la paléobiologiste Yasmina Viman du California Institute of Technology, se sont appuyés sur la technologie, la spectroscopie infrarouge pour être plus précis, qui cible les interactions entre les molécules et la lumière. Autrement dit, la méthode permet, grâce à l'utilisation de l'infrarouge, de quantifier le nombre de molécules de déchets dans les fossiles. Mais pourquoi ce taux est-il important et quels secrets nous livre-t-il? Le métabolisme d'un animal se résume essentiellement à l'efficacité avec laquelle il convertit l'oxygène en énergie. Les animaux à sang chaud ou endothermiques ont un taux métabolique élevé. Ils doivent respirer de grandes quantités d'oxygène et manger davantage pour maintenir leur température corporelle. A l'inverse, les ectothermes, ceux à sang froid comme les reptiles, ont une activité plus modérée et dépendent des conditions externes pour maintenir leur température corporelle. En bref, ils ne lézardent pas au soleil par plaisir, mais par nécessité. Ils ont un taux métabolique faible.
Le taux métabolique, c'est-à-dire la capacité plus ou moins grande à convertir l'oxygène en énergie pour vivre, est donc l'indice le plus probant pour déterminer la température corporelle. L'utilisation de l'oxygène dans un organisme laisse des traces. La technologie nous permet de déceler ces traces sur les fossiles. Ces traces, sous forme de restes dans les os, peuvent en effet être décelées grâce à l'infrarouge. On peut donc aujourd'hui étudier le métabolisme sous un angle nouveau et calculer ce taux métabolique, même sur des animaux disparus, il y a des millions d'années. Une fois ce taux calculé, on ne peut pas encore déterminer la température du corps de l'animal fossilisé. Il faut comparer ces données à d'autres données vérifiées et validées, afin d'établir une échelle de comparaison. En s'appuyant sur cette échelle de grandeur établie sur tous les animaux que nous connaissons actuellement et en comparant ces données, on peut en déduire la température corporelle des animaux. Et les dinosaures avaient le sang chaud, tout du moins une grande partie d'entre eux. Dans les deux grands groupes de dinosaures que nous avons évoqués tout à l'heure, celui des ornithischiens comptait des spécimens à sang froid, comme le Triceratops par exemple. Mais sa grande collerette l'aidait sans doute à réguler sa température. C'est également peut-être le cas pour le stégosaure, avec son épine dorsale, chez qui on note également un taux métabolique faible. Ils étaient des herbivores massifs, mais lents. En revanche, l'autre groupe, celui des saurichiens, le plus nombreux en termes d'espèces et surtout de descendance, comme le T-Rex par exemple, était donc essentiellement à sang chaud. Reconstruire la biologie et la physiologie d'animaux disparus est l'une des choses les plus difficiles à faire en paléontologie. Cette étude ajoute une pièce fondamentale du puzzle dans la compréhension de l'évolution. Leur température corporelle nous éclaire en effet sur leur mode de vie et leurs besoins. Découvrir que la majeure partie des dinosaures avaient le sang chaud est une petite révolution dans le monde de la recherche en paléobiologie. Nous savons maintenant que les dinosaures étaient des animaux à sang chaud, mais ce sont également des ovipares, c'est-à-dire que le mode de reproduction passe par l'œuf. L'œuf amniotique a bousculé l'évolution biologique. Jusqu'à cette protection bienfaitrice que l'œuf constitue, il fallait se battre pour survivre. Durant les premiers milliards d'années, la vie n'a pu s'installer que dans un milieu aquatique. L'eau offrait alors une portance. Mais sur Terre, entouré seulement d'air, ce n'était pas la même chose. Il a fallu que le squelette se renforce, se solidifie, se consolide, que la peau devienne plus épaisse, mais aussi que le mode de reproduction s'adapte. Si certains animaux s'acclimatent à la vie terrestre, notamment les reptiles, en revanche, pour la reproduction, c'est plus compliqué. Ces animaux devaient alors pondre dans l'eau. L'œuf est encore fragile. Il en faut peu pour que la vie ne puisse jamais éclore. Sans coquille ou membrane protectrice, hors de l'eau, il se dessèche et brise la vie qui l'accueille. Au fil du temps, l'œuf amniotique fait son apparition. Et cela change beaucoup de choses. La coquille empêche l'évaporation de l'eau à l'extérieur, tout en permettant des échanges gazeux à l'intérieur. Il y a une membrane interne, l'amnios, dans lequel baigne un liquide, le liquide amniotique. Ce liquide est précieux. Il protège le futur petit. Nous pensions que les dinosaures étaient à sang froid, car nous les comparions aux reptiles. Pour connaître le temps d'incubation des œufs chez les dinosaures, nous les avons comparés cette fois aux oiseaux, dont ils sont les plus proches et qui pondent également des œufs.
Par comparaison, les scientifiques estimaient donc que la durée d'incubation pour les dinosaures se situait entre 11 et 85 jours. Mais cette moyenne va être remise en cause lors d'une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Science et menée aux États-Unis. Darla Zelenitsky, professeur adjoint de géosciences à l'université de Calgary en Floride, et son équipe de chercheurs ont étudié de près les embryons mis à leur disposition. Ils ont pu analyser un œuf de Protoceratops, petit dinosaure herbivore de la famille des cératopsiens, ayant vécu au Crétacé supérieur. Sa taille est assez comparable à celle d'un mouton. L'embryon étudié est issu d'un œuf pesant dans les 200 grammes. Un autre embryon a été analysé au cours de cette même étude, celui d'un énorme fossile d'Hypacrosaurus, un dinosaure à bec de canard, dont l'œuf pèse plus de 4 kg. Il ressemble à un ballon de basket. Ce n'est pas bien étonnant lorsque l'on sait que la taille d'un Hypacrosaurus adulte est estimée entre 9 et 10 mètres de long et sa masse entre 2,5 tonnes et 4 tonnes. Qu'est-ce que les chercheurs vont analyser sur les embryons pour en apprendre davantage sur la période d'incubation? Eh bien, ils vont s'intéresser aux dents, car ce sont elles qui détiennent toutes les réponses. La dentition renferme un grand nombre d'informations. Pour cette étude, ce qui intéresse plus particulièrement les scientifiques, ce sont les lignes de croissance des dents. En effet, celles-ci fonctionnent comme les cernes des souches d'un arbre. Après analyse de la dentition de ces deux embryons, il s'avère que la période d'incubation est bien plus longue que ce que l'on pensait. Les dinosaures se rapprochent finalement plus facilement cette fois des reptiles primitifs que des oiseaux. Le Protoceratops avait une période d'incubation d'au moins 3 mois, tandis que l'Hypacrosaurus dépassait sans doute les 6 mois. Ce long laps de temps avant que les œufs n'éclosent représente sans doute l'une des réponses possibles au pourquoi de leur extinction. En effet, lors des chamboulements climatiques et de la crise du Crétacé, un temps d'incubation aussi long a pu être un lourd handicap pour survivre et perpétuer l'espèce. Pourtant, ce n'est pas faute pour les parents de tenter le tout pour protéger les œufs et les juvéniles. Après l'œuf, il serait temps de parler parentalité. Les dinosaures étaient-ils uniquement des bêtes féroces, sauvages et sanguinaires? Nous allons voir que là encore, les études révèlent des faits surprenants sur ces animaux d'un autre âge. Quelques restes de fossiles laissent même à penser tout le contraire. Les dinosaures étaient capables de défendre farouchement leurs petits, de concevoir des nids, d'éduquer et de transmettre des savoirs. Le Protoceratops que nous avons évoqué tout à l'heure, ce petit dinosaure herbivore au bec de canard, défendait avec beaucoup de ferveur ses œufs et son nid. C'est un petit herbivore et il n'est pas bien équipé pour l'attaque, mais il ne lâche pas l'affaire pour autant. À l'aide de son bec et de sa tête massive, on peut l'imaginer tenter d'éloigner ce vélociraptor. Les deux adversaires, l'un luttant pour la survie de ses petits, l'autre pour sa propre survie, mourront tous les deux en combattant et finiront enfouis par une tempête de sable. C'est en tout cas ce que les vestiges de leurs ossements, entremêlés les uns aux autres, ont permis de révéler. Cette histoire est loin d'être un cas isolé chez les dinosaures. Les fossiles de Psittacosaurus pourraient eux aussi témoigner de l'esprit parental et bienveillant des dinosaures. Les paléontologues ont retrouvé un seul adulte Psittacosaurus, entouré de 34 petits dinosaures regroupés en cercle. On sait très peu de choses sur leur mort.
Ce que l'on sait, c'est qu'elle fut rapide et a eu lieu en pleine activité. C'est du moins ce que laissent penser les positions dans lesquelles ont été retrouvés les dinosaures. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est le grand nombre de petits tout juste éclos et la présence d'un seul adulte. Cette configuration des fossiles s'apparente à une sorte de crèche pour dinosaures. Un adulte joue le rôle de nounou et protège les petits du groupe. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il se peut que les autres parents dinosaures aient pu profiter de l'aide de cette nounou pour aller chercher à manger pour eux et leurs petits. Les oviraptors, eux, s'installent dans les nids à la manière des oiseaux que nous connaissons aujourd'hui, leur corps positionné au centre du nid et les bras tendus au-dessus des œufs pour les protéger. Les fossiles confirment ici une nouvelle fois le côté protecteur chez un autre membre des dinosaures. Dans les années 70, on découvre un gigantesque nid fossilisé ayant accueilli des centaines de spécimens de Maiasaura il y a plus de 80 millions d'années. Jack Horner, le paléontologue qui les a découverts, a étudié ces fossiles avec attention. Leur position, leur configuration les uns par rapport aux autres, l'âge estimé de chacun d'eux, tout a été passé au peigne fin. Cette fois, les indices nous révèlent que les dinosaures peuvent protéger les œufs, mais sont aussi capables de jouer un rôle protecteur après éclosion. En effet, ces derniers veillaient également sur les petits une fois nés, mais comment pouvons-nous en être sûrs ? Eh bien, d'après les fossiles retrouvés dans et autour de ces nids, on peut remarquer qu'il y a plusieurs petits de différents âges dans un même nid et des traces de végétaux fossilisés. Cela signifie que les Maiasaura nourrissaient leurs bébés directement dans le nid, mais aussi qu'ils prenaient soin aussi bien des nouveau-nés que des juvéniles. Les Maiasaura ne sont pas les seuls à s'occuper de leurs petits sur un temps long. Les scientifiques ont pu établir la preuve à travers l'analyse des fossiles que le Psittacosaurus ou le Massospondylus par exemple étaient eux aussi des parents très investis. Chez les herbivores, on a pu étudier les empreintes de pas. Ces témoignages sont précieux. Ils nous apprennent comment ils se déplaçaient. Se déplaçaient-ils lentement ou rapidement ? En groupe ou seul? Mais les études d'empreintes peuvent aussi nous dire comment fonctionnait le groupe lui-même. En effet, les scientifiques pensent que certains dinosaures herbivores se déplaçaient en troupeau afin d'être vigilants face aux attaques. On a retrouvé de multiples empreintes qui permettent d'analyser précisément le fonctionnement du troupeau. Ainsi, on a observé que les jeunes dinosaures étaient placés au milieu des adultes et que ces troupeaux étaient adeptes de longues migrations saisonnières. Mais il y a un autre domaine où les dinosaures sont tout aussi surprenants, celui de l'intelligence. L'intelligence des dinosaures a longtemps fait débat. Dans l'imaginaire collectif, les dinosaures étaient de simples reptiles, un peu idiots, pas très dégourdis, voire un peu simplés. Autrement dit, ils n'étaient pas intelligents. Pourquoi penser cela ? Cette idée provient de la taille du cerveau qui, chez les dinosaures, n'était pas très importante. La méthode la plus couramment utilisée pour mesurer l'intelligence consiste à comparer la taille du cerveau par rapport au corps, ce que l'on appelle le coefficient d'encéphalisation. Chez de nombreux dinosaures, notamment le T-Rex, ce QE, coefficient d'encéphalisation, était faible. On a donc estimé que les dinosaures n'étaient pas des êtres très développés intellectuellement, ni très réfléchis. Certains d'entre eux sortaient du lot, notamment le Troodon, réputé depuis plusieurs années comme le dinosaure le plus intelligent connu. Il avait un QE de 6. Les raptors rivalisaient avec un QE de 5,8.
Pour vous donner un élément de comparaison, l'humain a un QE de 7,44. C'est le plus élevé. L'humain se hissant en haut de la chaîne, il a estimé que cette méthode de calcul permettait d'évaluer l'intelligence et de la rendre mesurable et comparable. Grâce aux fossiles retrouvés, les scientifiques pouvaient donc calculer ce coefficient encéphalique en comparant la taille du corps à la taille de la cavité logeant le cerveau. Mais cette méthode a depuis été remise en cause. En effet, le chimpanzé est un animal réputé pour son intelligence, comme de nombreux grands singes qui sont capables de créer des outils pour ouvrir un fruit ou débusquer des insectes dans des souches ou des fourmilières. Ils sont également capables de communiquer et d'apprendre. De nombreuses expériences ont été menées et ont permis de mettre en lumière les capacités surprenantes de ces animaux. Malgré tout, si l'on se réfère au QE, le chimpanzé serait idiot, puisqu'il atteint à peine 2,49. On voit donc très bien ici les limites de la méthode. Les raptors et les troodons étaient donc peut-être très intelligents, mais cela ne veut pas dire que d'autres ne l'étaient pas, et encore moins que nous devons généraliser ce manque d'intelligence au sujet de tous les dinosaures. Certains pourraient même grandement te surprendre. Le tyrannosaure, par exemple, a longtemps été logé dans la catégorie idiot, et c'est loin d'être le cas. En effet, Susana Herculano-Uzel, une neuroscientifique brésilienne, est parvenue à comptabiliser le nombre de neurones dont était doté le cerveau du tyrannosaure. Il s'avère qu'il n'en avait pas moins de 3 milliards. C'est moins que l'humain, avec ses 80 milliards, c'est vrai, mais ce chiffre le situe entre le chimpanzé et le babouin. Cela signifie donc que le T-Rex était au moins aussi intelligent que ses primates actuels. Une question te vient peut-être à l'esprit. Comment la scientifique est-elle parvenue à compter les neurones sans avoir le cerveau du dinosaure? Si les os se fossilisent, ce n'est pas le cas du cerveau. Susana s'est appuyée sur une loi d'échelle. Cette loi d'échelle a été consolidée d'année en année au fil des recherches, des études et des découvertes d'un très grand nombre d'animaux. Grâce à cette échelle, très enrichie ces dernières années en termes de données, on sait que chez les oiseaux, du plus petit colibri à la plus grande des autruches, en passant par la poule et l'aigle, le nombre de neurones est directement relié à la masse du cerveau, lui-même directement relié à la masse du corps. Autrement dit, on peut connaître le nombre de neurones par gramme de cerveau. Ce calcul est vrai pour les oiseaux, mais aussi pour les reptiles et les crocodiles. L'échelle est différente, mais fonctionne pour chacun d'entre eux. Les analyses statistiques menées par la chercheuse montrent que pour les théropodes, la relation entre la masse du corps et celle du cerveau suit la même loi que celle des oiseaux. Cette similitude pourrait peut-être s'expliquer par le fait que les oiseaux modernes descendent des dinosaures. Ce qui est sûr, dans tous les cas, c'est que le T-Rex était loin d'être bête. Il aurait été capable de fabriquer des outils, mais également de transmettre son savoir. Ce procédé et ces différentes données collectées permettent également d'actualiser nos connaissances dans un autre domaine. L'âge est en effet étroitement lié au nombre de neurones. Autrement dit, on peut estimer la durée de vie de différentes espèces de dinosaures. On sait également, en s'appuyant sur ce que l'on peut observer chez les reptiles, les mammifères et les oiseaux actuels, que généralement, les animaux de grande taille vivent plus longtemps et que les carnivores ont une vie souvent plus courte que les herbivores. Si certains dinosaures de moins d'1 mètre ne vivaient que 5 à 6 ans,
il se pourrait que des dinosaures, comme le brontosaure par exemple, vivaient près de 80 ans. Le T-Rex, quant à lui, avait sans doute une espérance de vie estimée entre 25 et 40 ans. Entre sa longévité et son intelligence, le tyrannosaure aurait donc sans doute pu transmettre son savoir à ses descendants. Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'intelligence des dinosaures que nous nous sommes écartés de la vérité, par manque de connaissances ou tout simplement en intégrant des idées reçues comme faits réels. Les dinosaures ont une mauvaise image qui leur colle à la peau. Ce sont des bêtes féroces, agressives et sanguinaires. Tu t'en doutes, la vérité est bien plus complexe que cela. C'est le cerveau d'un Tecodontosaurus antiquus qui va peut-être permettre de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Les dinosaures pouvaient eux aussi être des animaux sociaux. Des restes de Tecodontosaurus antiquus ont été mis à jour il y a bien longtemps. Ils ont été conservés dans les laboratoires de l'université de Bristol et ils n'avaient pas été étudiés depuis, tout du moins pas avec les technologies actuelles. Le scanner et les différents outils d'imagerie 3D ont permis de réaliser un moulage et de mettre en lumière l'oreille interne. Ils ont observé l'existence de 2 lobes floculaires de grande dimension. Situés à l'arrière du cerveau, ils jouent un rôle important dans l'équilibre. Leur grande taille chez ce dinosaure suggère que celui-ci était probablement bipède, contrairement à ce qui était admis jusqu'ici. Les chercheurs ont également pu reconstruire l'anatomie des oreilles internes du Tecodontosaurus et les comparer à celles d'autres dinosaures. Selon eux, sa fréquence d'audition était relativement élevée et lui permettait d'entendre les sons et cris émis par divers animaux, dont ceux de ses congénères. Un indice qui évoque d'éventuelles interactions sociales guidées par les sons. Les dinosaures étaient donc intelligents et pouvaient même se révéler des animaux sociaux. Nous avons parlé de la diversité des espèces, de leur mode de vie, de leur reproduction, de leur comportement et même de leur intelligence. Mais nous avons oublié de parler de leur habitat. Où vivent les dinosaures? Sur la Pangée. Oui, mais après, est-ce qu'ils ne survivaient qu'au beau milieu d'un vaste marécage? Quels étaient les différents milieux habités par les dinosaures? Les dinosaures vivaient sur l'ensemble de la partie terrestre, mais certains habitaient dans des régions bien précises, comme c'est le cas aujourd'hui pour bon nombre de nos animaux actuels. Au cours de leurs recherches, les paléontologues ont pu réaliser des cartes du monde en imaginant où pouvaient vivre les dinosaures. Ils s'appuient sur leur connaissance des dinosaures, des animaux, de la biologie et sur leur interprétation des vestiges et fossiles retrouvés. Ces cartes évoluent au fil des millénaires en suivant les nouvelles dispositions géographiques et les changements climatiques, par exemple. La période du Trias, entre 252 et 201 millions d'années, est marquée par la naissance des dinosaures, mais aussi par une configuration de la Terre bien particulière. Notre planète est composée d'un seul continent, une seule et même Terre émergée, unique, la Pangée. Les dinosaures cohabitent et évoluent sur cette Terre unique. Pourtant, certaines espèces ne se rencontreront jamais. Si la Terre est unique, le climat, lui, ne l'est pas. Partons du cercle de la Pangée. Ici, il semblerait que l'intérieur des terres ait été complètement sec, enfermé derrière des chaînes de montagnes massives qui bloquaient toute l'humidité. Le climat est quasi désertique. Près de l'équateur, le climat est bien différent. On retrouve des forêts tropicales, humides et luxuriantes.
Elle ressemble peut-être à la jungle que l'on peut retrouver en Amazonie par exemple. D'autres régions encore sont plus tempérées. Finalement, le biotope est très différent d'un endroit à l'autre sur la Pangée. Chaque espèce a élu domicile dans un environnement qui lui convient pour ses besoins propres. Chacune d'entre elles est équipée pour s'adapter aux conditions spécifiques de son milieu. Il serait donc faux de prétendre que tous les dinosaures vivaient dans les marécages ou les forêts humides. On a retrouvé des fossiles de dinosaures dans des zones supposées être à l'époque des rivages près de lacs et de rivières, des lagunes, des marécages, des déserts, des forêts tempérées, de la savane et enfin des plaines. Les dinosaures occupaient chacun de ces milieux. Autre fait surprenant, leur abri. On imagine toujours les dinosaures près d'un plan d'eau bordé par une jungle ou bien encore au beau milieu d'une plaine avec des montagnes en toile de fond. Mais les dinosaures, tout du moins certains, étaient capables de se faire des abris. En 2007, les paléontologues ont retrouvé des fossiles dans un lieu tout à fait étonnant, tout du moins d'après les connaissances que nous avions jusqu'alors. On a retrouvé les restes de 3 dinosaures, un adulte et 2 juvéniles dans la chambre d'un terrier. Cela signifie qu'il avait creusé un tunnel de plus de 2 mètres de long, puis aménagé à son plus profond une chambre dans laquelle vivaient ses 2 petits. Cette fois, les fossiles mettent en lumière un dinosaure fouisseur. Il s'agit d'un Oryctodromus cubicularis. Cet herbivore était équipé pour courir, mais également pour creuser. En effet, le museau est robuste, avec ses prémaxillaires soudés. L'omoplate est costaude et les vertèbres près du bassin sont soudées. Ce petit dinosaure semble donc bien équipé pour creuser la terre avec énergie. Mais ses 2 longues pattes en faisaient probablement aussi un coureur rapide. Comme tu as pu le voir, les dinosaures sont vraiment des animaux étonnants, et au fil des découvertes, ils ne cessent de nous surprendre. Il y a 66 millions d'années pourtant, ces êtres impressionnants et charismatiques ont disparu de notre planète. Revenons sur leur période d'occupation de la Terre et tâchons d'en apprendre davantage sur leur extinction. On parle de règne absolu des dinosaures sur Terre, un règne sans partage durant plus de 165 millions d'années. Pour autant, est-ce que l'on peut parler de règne ? Est-ce que les dinosaures ont vécu seuls sur le sol terrestre durant cette longue période du Mésozoïque? Les dinosaures ont régné pendant 165 millions d'années et se sont beaucoup diversifiés. Il y avait effectivement un grand nombre de dinosaures qui foulaient le sol du continent. On retrouve des herbivores et des carnivores, des chasseurs, des cueilleurs, des fouisseurs, des bipèdes, des quadrupèdes, des couverts de plumes, des couverts d'écailles, des petits et rapides, des lourds et lents, des grands et longs, bref, la famille des dinosaures s'est agrandie et s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, nous connaissons environ 1200 espèces grâce aux fossiles découverts. Mais ces espèces, ce ne sont que celles qui, grâce à une grande part de chance, ont laissé des fossiles derrière elles en témoignage de leur présence. La grande majorité d'entre elles n'ont pas laissé de traces de leur passage, tout simplement car les conditions de fossilisation n'étaient pas réunies. Ce chiffre n'est donc qu'un échantillon du nombre d'espèces qui auraient réellement existé. Si les dinosaures étaient nombreux et qu'ils occupaient largement le continent, étaient-ils les rois du Mésozoïque pour autant? Étaient-ils les seuls à vivre sur la Terre? Nous savons déjà que les reptiles marins et les ptérosaures, les reptiles volants, étaient eux aussi présents. Mais ils ne sont pas les seuls contemporains des dinosaures.
On pourrait penser qu'à l'époque de la Terre des dinosaures, les mammifères n'avaient pas pu trouver leur place, qu'ils avaient patienté jusqu'après la grande extinction pour prospérer. Des chercheurs affirment aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait exact. Les dinosaures et les mammifères, ou plus exactement leurs ancêtres, les mammaliformes, sont apparus quasiment en même temps. Les mammifères du Mésozoïque étaient d'ailleurs bien plus diversifiés qu'on ne le croyait jusqu'à présent. Ils étaient en effet assez nombreux à l'époque à vivre aux côtés des dinosaures. Certains mammifères étaient bien sûr la proie des dinosaures carnivores les plus puissants ou les plus rapides. Mais la position prédateur-proie n'allait pas toujours dans le sens que l'on croit. La découverte d'un fossile en particulier prouve que tous les mammifères n'étaient pas à la merci des dinosaures, bien au contraire. Répénomamus gigantic est un grand mammifère du Mésozoïque, sans doute le plus grand de cette époque. Les paléontologues ont étudié un fossile de ce spécimen retrouvé dans la Chine actuelle. Pour comprendre le mode de vie et le régime alimentaire de ce Répénomamus gigantic, les paléobiologistes ont analysé le contenu stomacal, c'est-à-dire les traces d'éléments encore présents dans l'estomac. Après étude du contenu de son estomac, il s'avère qu'il s'agit de restes d'un psittacosaure et d'autres reptiles. Ce mammifère était donc carnivore, bon chasseur, et n'hésitait pas à affronter des dinosaures. Cet exemple de carnivore n'est pas pour autant à prendre comme modèle représentant la majorité. Les mammifères, avant l'extinction des dinosaures, sont le plus souvent nocturnes et insectivores. C'est peut-être ce qui leur a permis de survivre à la crise marquant la fin du Crétacé. David Grossnickel, chercheur à l'Université de Washington aux États-Unis, a mené quelques études sur le sujet. Selon les travaux dirigés par son équipe, les mammifères auraient ainsi subi 3 radiations évolutives importantes au fil de leur histoire. Cela leur aurait permis notamment de s'adapter à leur environnement et aux nouvelles niches écologiques. Ils ont prospéré et pour cela, ils se sont diversifiés. Les nouvelles espèces qui sont alors apparues pouvaient grimper, glisser ou creuser des terriers. Leur régime alimentaire s'est orienté vers la viande, les feuilles ou les crustacés. Et au moins 2 de ces radiations évolutives se seraient produites, l'une au début du Jurassique, il y a entre 190 et 163 millions d'années, et l'autre durant le Crétacé supérieur, il y a environ 90 millions d'années, alors même que les dinosaures prospéraient encore sur Terre. Les dinosaures, eux aussi, ont connu une évolution biologique importante et une grande diversification. On a clairement vu une grande diversification et des espèces évoluer, tant sur le plan physique que sur le plan des capacités intellectuelles ou sociales. Si les 2 familles prospèrent, cela indique que la cohabitation entre ces 2 grands groupes était donc possible. Pourtant, nous approchons maintenant de la fin des dinosaures. Il y a 66 millions d'années, ils ont fini par disparaître. Est-ce la faute des mammifères ? Est-ce un échec de l'évolution ? Dans l'imaginaire collectif, tous les dinosaures se sont éteints subitement lorsque ce groupe d'espèces était à son apogée. Ils ont disparu à la suite d'un cataclysme sans précédent. Beaucoup d'erreurs en si peu de phrases. Non, les dinosaures n'ont pas tous disparu. Non, pas à leur apogée, et non, pas subitement, et enfin, non, pas à la suite d'un cataclysme sans précédent. Les extinctions de masse ont été nombreuses. La crise du Crétacé tertiaire a été importante, 50% des espèces ont disparu. Mais rien de comparable avec celle du Permien-Trias, qui a balayé près de 95% des espèces de la Terre.
Ensuite, il faut bien entendre qu'aucune de ces extinctions n'a été subite et violente au point de ravager toutes les espèces en quelques jours à peine. Ce sont de longues périodes de crise qui s'étendent sur des milliers, voire des millions d'années. Des changements de température très chaudes ou très basses, des changements dans la composition de l'air ou encore des changements concernant l'acidité des océans s'ils sont étendus sur tout le globe et qu'ils sont trop rapides pour que les êtres vivants s'adaptent, alors entraîne l'installation d'une crise. Elle est progressive, mais l'impact est inévitable. Des milliers d'espèces sont vouées à disparaître. Les scientifiques admettent plusieurs origines à la crise du Crétacé. Comme nous l'avons vu pour celle marquant la fin du Permien, les causes de ces crises sont souvent plurielles et marquées par des changements à l'échelle de la planète. On retrouve des traces d'une activité volcanique très forte au niveau des traps du Décan en Inde actuelle. Mais au cours de la même période, il y a 65 millions d'années, il y a également eu un autre événement majeur qui a marqué à tout jamais l'histoire de notre planète. Une météorite a impacté la Terre au Mexique, à Chicxulub. Cette météorite mesurait entre 10 et 80 km de diamètre. Un impact avec un objet céleste d'une telle ampleur et à une telle vitesse entraîne irrémédiablement des dégâts considérables et impacte tous les écosystèmes. Les éruptions volcaniques permanentes et la poussière soulevée par la météorite ont bousculé l'ordre des choses. L'atmosphère opaque aurait limité le rayonnement du soleil. Les plantes ne pouvaient plus profiter de la photosynthèse, leur source vitale d'énergie. Les herbivores sans végétation sont privés de nourriture et meurent à leur tour. Puis s'ensuivent les carnivores qui n'ont eux aussi plus de nourriture pour survivre. Selon la plupart des données scientifiques, cette extinction s'est produite très rapidement sur le plan géologique. On pense que les effets immédiats et à court terme de l'impact, tels que les incendies mondiaux, les tsunamis, une nuit prolongée causée par des aérosols et de la suie dans l'atmosphère, ainsi qu'une chute drastique des températures, ont été catastrophiques pour de nombreuses formes de vie. Cela a été suivi par un effet de serre à long terme, dû aux gaz libérés lors de l'impact, provoquant un réchauffement climatique. La rapidité exacte de l'extinction est encore débattue, mais de nombreuses études suggèrent qu'elle pourrait avoir eu lieu en quelques années, à plusieurs milliers d'années après l'impact. Certaines espèces ont survécu à la suite de ce bouleversement. Par exemple, de petits animaux insectivores, charognards ou encore tortues, requins, crocodiles et bien d'autres ont survécu. Tout cela s'est déroulé il y a 66 millions d'années, à l'apogée des dinosaures. À leur apogée? Pas tout à fait. En effet, il s'avère que de nombreuses études menées sur la fin du Crétacé révèlent que les dinosaures étaient en déclin. On remarque que les effectifs, de gros spécimens en particulier, chutaient considérablement. De plus, la diversité s'amenuisait. Tout cela signifie que leur disparition était sans doute irrémédiable. L'explication est encore floue. Certains scientifiques pensent que le fractionnement des continents suite à la dislocation de la Pangée a joué en leur défaveur. Changement climatique modifiant le climat et la flore, hausse du niveau des mers et d'autres phénomènes défavorisant les gros animaux dans ces espaces plus petits. Il se pourrait aussi que l'émergence et la diversification des plantes à fleurs, avec notamment les angiospermes, aient modifié les écosystèmes terrestres. Si certains dinosaures ont pu s'adapter à ces nouvelles sources de nourriture, d'autres, en particulier les grands herbivores spécialisés, pourraient avoir été défavorisés.
Pour autant, il serait totalement faux de dire que les dinosaures ont disparu. En effet, les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Eh oui, leurs descendants vivent encore parmi nous et ils sont parvenus à s'établir aux quatre coins du monde avec une grande facilité. Et on en rencontre beaucoup chaque jour, sans même s'imaginer que leur histoire remonte aussi loin dans le passé. Je parle des oiseaux. Effectivement, la famille des théropodes a survécu à la crise. Tu te souviens, nous avons évoqué cette famille lorsque nous avions abordé la classification des dinosaures. Les théropodes comptent parmi eux les tyrannosaures, les vélociraptors, les allosaures ou encore les oiseaux. Autre nuance qui a son importance. Les oiseaux ne sont pas des représentants des dinosaures comme on pourrait le croire, mais bel et bien des dinosaures à part entière, puisqu'ils forment l'une des familles de théropodes. L'histoire des dinosaures est décidément bien plus longue que ce que l'on aurait pu imaginer, et bien plus complexe qu'on ne le croyait. Ce sont des animaux extraordinaires, dont l'étude ne cesse de nous surprendre encore aujourd'hui. Chaque nouvelle découverte est une petite révolution paléontologique ou biologique. Le voyage en terre des dinosaures n'est donc pas près de prendre fin. Nous avons encore beaucoup à apprendre de ces animaux d'un autre âge.